Bonjour à tous. Bienvenue pour cette première de 4 séances qui va être consacrée à l'exposé à la synthèse d'un certain nombre de résultats qui proviennent de l'approche expérimentale en économie du développement sur 4 domaines. L'éducation aujourd'hui, la santé la semaine prochaine, puis l'accès à l'épargne et aux services financiers, et enfin la gouvernance et la corruption. On va se concentrer aujourd'hui et dans les prochaines leçons plutôt sur les résultats que sur les méthodes. Donc si vous voulez en savoir plus sur les méthodes, je vous encourage à soit me poser des questions pour demander où en trouver plus, soit aller voir sur la page du Collège de France où il y a des références techniques que vous pourrez trouver. Les objectifs du millénaire pour le développement prévoient d'assurer l'éducation primaire pour tous d'ici à 2015, ainsi que d'obtenir l'égalité entre les garçons et les filles à tous les niveaux, au niveau primaire, secondaire et même à l'université. Et de fait, la communauté internationale et les gouvernements des pays en développement ont déployé des efforts très importants pour arriver à cet objectif. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est les questions suivantes. D'abord, est-ce que ces efforts ont été couronnés de succès? Est-ce que l'éducation s'est de fait généralisée? Mais aussi, quels sont les meilleurs moyens parmi ceux qui ont été utilisés ou parmi ceux auxquels on pourrait penser d'utiliser des fonds pour être certain que les enfants soient inscrits à l'école, mais non seulement inscrits, mais aussi présents régulièrement. Nous allons voir que la présence régulière à l'école est presque autant une barrière à l'éducation que le fait d'être inscrit. Deuxième question auquel nous allons nous attacher, qui nous prendra en fait plus de temps aujourd'hui que même la question de la participation à l'éducation elle-même, s'ils vont à l'école, une fois qu'on les a en face de l'enseignant, comment s'assurer qu'ils apprennent vraiment quelque chose, qu'ils s'instruisent réellement? Nous verrons que le fait d'aller à l'école n'est malheureusement pas synonyme avec le fait de s'instruire et qu'il y a potentiellement beaucoup à faire pour améliorer l'état des connaissances une fois que les enfants vont à l'école, en réfléchissant à une meilleure pédagogie, plus adaptée aux besoins des enfants dans les pays en développement, en réfléchissant aussi potentiellement à une meilleure organisation du secteur scolaire dans les pays en développement. Il s'agit d'un domaine de recherche fertile, avec de nombreux projets de par le monde qui ont utilisé l'approche expérimentale, donc des projets très spécifiques qui ont des résultats divers dans différents pays que nous allons essayer de synthétiser aujourd'hui. C'est en fait en éducation, dans le domaine de l'éducation, qu'il y a sans doute le plus de projets du type expérimental, tout simplement parce que c'est par là, dans ce domaine, que nous avons commencé nos efforts. Alors nous allons commencer par nous attacher à, si vous voulez, l'approche traditionnelle, l'approche classique pour améliorer l'éducation. L'approche classique part de 2 principes de base. D'abord, le principal obstacle est le fait que les parents ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Donc la principale question auquel on doit répondre, c'est comment convaincre les parents d'inscrire effectivement leurs enfants à l'école. Le deuxième principe qui sous-tend un petit peu toutes les réponses de politique économique sur la question de l'éducation qui ont été adoptées, disons, dans les dernières 3 décennies, c'est que la barrière principale pour l'éducation, c'est le coût. Donc la première barrière principale, c'est les parents qui ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école, c'est parce que le coût en est prohibitif. Alors quand on parle de coût en termes d'éducation, on parle de 2 sortes de coûts. D'abord le coût direct, réel, les frais d'inscription, les frais d'achat du matériel, le frais d'achat de l'uniforme, etc. Et ensuite les coûts indirects, qu'on appelle en jargon d'économiste le coût d'opportunité, c'est-à-dire quand vous êtes à l'école, vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Donc on a dans notre tête un modèle où les enfants sont utiles à leurs parents, soit parce qu'ils travaillent, soit dans les champs, soit dans une usine, soit, en particulier pour les filles, parce qu'ils gardent les plus jeunes.
Un deuxième type de coûts auquel on pense surtout pour les filles, ce sont des problèmes de décence, en particulier les trajets pour aller à l'école, qui deviennent souvent un peu compliqués quand les filles doivent aller à pied dans un autre village pour commencer à aller à l'école secondaire. Il est souvent considéré que les parents refusent cela, parce qu'ils ont peur que quelque chose arrive aux enfants. Et deuxième chose qui est beaucoup discutée, c'est la question des toilettes pour les enfants, donc les latrines pour les enfants dans les écoles, qui manquent en général, et qui donc serait un problème particulier pour les filles, en particulier une fois qu'elles deviennent adolescentes. Donc les réponses de politique économique se sont attaquées à ces deux problèmes. D'abord, donc, les réponses de politique économique ont deux caractéristiques importantes. La première, c'est que l'accent donc, est mis sur l'inscription, puisqu'on pense que c'est ça le problème majeur. Donc, par exemple, j'ai fait allusion en introduction aux objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire sont une série d'objectifs que les pays du monde se sont fixés pour arriver jusqu'à 2015. Le premier d'entre eux est de diminuer la pauvreté de moitié d'ici 2015, on n'y sera pas. Il y a un certain nombre d'objectifs de ce type, et un de ces objectifs, il y a même deux de ces objectifs consacrés spécifiquement à l'éducation. L'un, c'est d'assurer l'éducation primaire pour tous d'ici à 2015, ça veut dire l'inscription à l'école. L'éducation primaire dans les objectifs du millénaire est conçue comme l'éducation primaire comme chez nous, plus les 3 premières années de collège, donc concerne à peu près 9 années d'éducation, 8 ou 9 années d'éducation. Et le deuxième objectif qui a trait à l'éducation est l'égalité des inscriptions pour les garçons et les filles à tous les niveaux, comme je le disais, qui est à nouveau un objectif en termes d'inscription, qui n'est pas exprimé en termes de connaissances. Même dans les objectifs plus spécifiquement consacrés à l'éducation, comme par exemple la conférence de Dakar, qui était une conférence éducation pour tous, qui était une grande conférence qui a été convoquée de manière à discuter de comment arriver aux objectifs du millénaire. De la conférence de Dakar est sorti un certain nombre de principes, à nouveau des objectifs plus spécifiques, et ce n'est qu'en 6e position qu'on parle de connaissances. Donc ce n'est pas parce que les conférenciers de Dakar pensaient que les connaissances n'étaient pas importantes, mais c'est parce qu'on pensait que le principal obstacle à l'acquisition de la connaissance, c'est bien d'avoir les enfants en face de l'enseignant. Deuxième principe de la politique éducative qui a été adopté à la fois au niveau international et par les pays en développement eux-mêmes, il est bon de le rappeler, c'est les coûts. L'accent est mis sur les coûts directs et indirects. En particulier, depuis 2002 ou 2003, plusieurs pays africains, donc par exemple le Kenya et l'Ouganda, ont mis en place la gratuité de l'école primaire. Depuis même 1 ou 2 ans, on est en train même de passer à la gratuité de l'école secondaire. Donc c'est une première façon de limiter les coûts, en essayant de limiter les coûts directs. Donc l'école est maintenant gratuite. Non seulement l'école est gratuite dans le sens où les frais d'inscription ont été supprimés, mais en principe, les écoles n'ont pas le droit de renvoyer les enfants pour ne pas payer leur petite caisse d'école, et n'ont pas le droit non plus de renvoyer les enfants pour ne pas porter d'uniforme, bien qu'en fait, elles le fassent quand même, et on y reviendra. On reviendra à cette question des uniformes. Donc ça, c'est un premier type de coût, essayer de lutter directement contre les coûts directs. On a vu que les coûts directs n'étaient pas les seuls types de coûts qu'avaient à surmonter les enfants de manière à pouvoir aller à l'école. Le deuxième type de coûts, c'est les coûts d'opportunité. Pour lutter contre ces coûts d'opportunité, pour les rendre moindres, un programme qui est devenu extrêmement populaire ces dernières années, ce sont des programmes de transferts sociaux conditionnels. L'acronyme CCT est pour l'anglais Conditional Cash Transfer, mais est appliqué par tout le monde, y compris dans les pays francophones. Ces programmes de transferts sociaux conditionnels ont remplacé les systèmes d'allocation sociale existants pour les transformer en programmes d'allocation sociale qui sont conditionnés au fait à un certain nombre de comportements qui sont considérés comme désirables par la puissance publique. L'un d'eux étant d'inscrire leurs enfants à l'école, primaire et secondaire,
l'autre étant un certain nombre de soins de santé préventifs. Le premier programme de ce type est le programme Progressa au Mexique, qui s'est ensuite répandu comme une traînée de poudre dans un grand nombre de pays, jusqu'à New York récemment. D'autres types de programmes qui visent comme ça à rendre les coûts d'opportunité plus faibles, et ce sont les programmes de cantine scolaire. Donc il y a des programmes de versement de repas chauds à l'école en Inde, dans toutes les écoles de l'Inde, qui est conçu à la fois évidemment comme un programme de nutrition, mais aussi et surtout comme un programme pour convaincre les parents d'envoyer les enfants à l'école. Et les programmes de distribution de repas ont remplacé les programmes de distribution de grains qui existaient avant, parce que c'était très difficile de rendre les programmes de distribution de grains conditionnels à la présence. Parce que les enfants ne venaient que le jour pour récupérer les grains et repartaient chez eux comme ça. Tandis qu'un repas chaud, il faut quand même qu'ils soient là pour en bénéficier. Et de même, les programmes de construction de toilettes est la politique, en tout cas la plus populaire dans tous les rapports, bien qu'à ma connaissance, il n'y ait pas de données pour en montrer les effets. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est à la fois les succès de cette approche traditionnelle, qui sont nets, et les limites. Alors, commençons par les succès. D'abord, d'un point de vue tout simplement descriptif, agrégé, il y a eu une très forte augmentation de l'inscription à l'école dans tous les pays en développement dans les 2 dernières décennies. En Inde, on est passé à une scolarisation quasiment universelle au niveau primaire, avec presque 98% des enfants à l'école, et c'est un phénomène récent. D'autres exemples, les pays d'Afrique subsaharienne ont augmenté leur taux moyen d'inscription de 54% à 70% en 7 ans, entre 1999 et 2006. Donc ce sont de belles performances. Dans certains pays comme le Bénin, on est passé par exemple de 50% à 80%. Même chose en Asie du Sud et de l'Ouest, où les taux sont augmentés de 75 à 88%. Donc d'un point de vue purement quantitatif, on voit une forte augmentation de la participation scolaire, qui peut être liée à la réduction des frais scolaires, en particulier au Kenya, ça s'est quasiment passé d'un jour sur l'autre. On voit dès le moment où l'éducation est devenue gratuite, les enfants se sont précipités à l'école. Mais pas forcément. On a du mal un petit peu parce que beaucoup de choses se sont produites en même temps. Il y a aussi il semble, et on y reviendra plus tard, que les parents se soient aussi laissés persuader de l'intérêt d'envoyer leurs enfants à l'école, et ils l'auraient peut-être fait sans les frais. Donc, nous allons maintenant voir 3 projets qui sont tous randomisés, aléatoires, qui nous permettent de regarder, qui nous permettent d'estimer l'impact de chacun de ces types de coûts, et donc l'impact de la réduction de chacun de ces types de coûts sur l'inscription, qui nous permettra de dire les succès, est-ce que ces approches sont efficaces? Est-ce que réduire les coûts a été une approche efficace? Alors, il n'y a pas eu d'expérience de réduction des frais. Quand les pays l'ont fait, ils l'ont fait partout. Donc, c'est très bien pour les enfants. Mais on ne peut pas directement évaluer l'impact de la réduction des frais scolaires. Par contre, on peut encore étudier l'impact de la réduction du coût de l'éducation en étudiant l'impact de subventionner les uniformes. Parce que malgré la loi qui veut que les enfants ne puissent pas être renvoyés de l'école s'ils n'ont pas d'uniforme, si vous allez dans une école au Kenya, ce qui m'arrive de temps en temps, tous les enfants sont en uniforme, absolument tous les enfants sont en uniforme. Les maîtres les renvoient chez eux s'ils n'ont pas d'uniforme, et de toute façon, les enfants ne se sentent pas du tout bien à l'école sans uniforme. Parce que ça les isole, ça les montre du doigt comme des enfants qui ne sont pas capables de se payer leur uniforme. Donc, dans la mesure où l'uniforme est encore quasiment universel, c'est une vraie barrière de coût pour l'éducation. Un uniforme au Kenya coûte $6. Le PIB du Kenya par tête est $390 par an. Donc, ce n'est pas un coût négligeable pour les familles pauvres. Alors, comme l'achat de l'uniforme reste finalement la seule dépense scolaire, pour voir l'impact du coût de l'école, on peut
regarder l'impact de l'uniforme. Et la manière dont nous l'avons fait, c'est de proposer à un certain nombre d'enfants, donc dans 63 écoles qui ont été choisies au hasard parmi 327 écoles où nous travaillons de manière générale sur un programme de prévention du sida. Donc si vous revenez la semaine prochaine, je reparlerai de ces écoles dans le cadre de la prévention du sida, et en fait je reparlerai de ces uniformes parce qu'on les reverra, ils sont importants. Donc nous avons offert, les écoles primaires au Kenya vont jusqu'à la classe de 4e. Nous avons offert des uniformes aux enfants pour la classe de 6e et pour la classe de 4e. Donc début de 6e et début de 4e. Et donc nous comparons toujours la même méthode. Nous comparons au bout de 2 ans, donc à la fin de la 4e, le nombre d'enfants qui ont abandonné dans les écoles où nous avons pu subventionner les uniformes et dans les écoles où nous ne l'avons pas fait. Ce que nous voyons, c'est que le taux d'abandon pour les filles est passé de 18% dans les écoles où les uniformes n'ont pas été donnés à 12% dans les écoles du groupe test. Donc c'est une réduction de l'abandon scolaire d'à peu près un tiers. Donc ce n'est pas négligeable. Pour les garçons, l'abandon est passé de 13 à 9%, à nouveau presque un tiers. Donc on voit bien que de fait, les coûts sont encore importants, les coûts forment encore une barrière. D'un point de vue de politique économique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Kenya, en gros, a 2 solutions, soit de rendre vraiment l'uniforme optionnel, auquel cas je pense qu'il serait important de dire aux écoles qu'elles n'ont pas le droit de demander aux enfants d'être en uniforme, mais ce serait vraiment une révolution culturelle. Les écoles adorent les uniformes, et les uniformes ont d'autres fonctions dans cette société, en particulier d'uniformiser justement, soit de subventionner les uniformes pour les enfants les plus pauvres. Du point de vue d'une leçon que nous tirons, les coûts comptent, finalement, de manière assez importante, en tout cas dans ces classes supérieures du primaire, et donc réduire les coûts était probablement une bonne politique. Deuxième type, donc, premier type de coût, coût direct. Deuxième type de coût, coût d'opportunité. Alors pour les coûts d'opportunité, nous avons l'expérience Progressa. L'expérience Progressa est intéressante, non seulement en ce qui concerne ses résultats, mais en ce qui concerne la manière dont elle est advenue. Donc, le programme Progressa était l'idée d'une équipe qui travaillait avec le président Zedillo au Mexique dans le dernier gouvernement du PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel. Et le Mexique avait un certain nombre de programmes sociaux, beaucoup de programmes sociaux différents, c'était très compliqué, donc ils ont eu cette idée de tout remettre à plat, de mettre en place ce programme Progressa et de le rendre conditionnel donc à l'inscription à l'école pour les familles qui avaient des enfants. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils se voyaient déjà perdre les élections. J'ai entendu Santiago Levy, qui est le promoteur de ce programme, décrire cette histoire. Il se voyait déjà perdre les élections. Se voyant déjà perdre les élections, il se disait « Oh là là, si nous perdons les élections, notre programme va être abandonné par le gouvernement suivant ». Ils ont donc décidé, de manière à s'assurer que le programme continue, même s'ils devaient perdre les élections, de mettre en place une expérience solide. Donc de toute façon, ils avaient prévu une année pilote. Comme beaucoup de programmes, avant d'être adoptés nationalement, on met en place on le teste. Et donc, ils ont décidé de faire ce programme pilote sous la forme d'une expérience randomisée, donc en choisissant 487 villages. Et dans ces 487 villages, dans la moitié, ils ont mis en place le programme Progressa. Et cette moitié a été choisie au hasard. Ensuite, ils ont fait venir tout un tas de professeurs très illustres, dont je ne faisais pas partie, et leur ont demandé de participer à l'étude. Comme vous le pouvez voir, les résultats, il y a eu un très faible impact de ce programme sur les inscriptions à l'école primaire, ce qui n'est pas tellement étonnant puisque ce n'est pas le résultat qui est universel, mais l'éducation qui est déjà quasiment universelle. Donc si on part de 99%, on a beaucoup de mal à se déplacer vers 100%. Il n'y a pas eu d'impact sur les inscriptions à l'école primaire. Il y a par contre eu un impact important sur les inscriptions au lycée, où l'inscription était loin d'universel. Par exemple, pour les filles, où l'inscription dans le secondaire était de 67%, on est passé à presque 77%.
Pour les garçons, on est passé de 73 à 78-79%. Donc pas des effets énormes, mais quand même des effets réels, en particulier pour le secondaire. Le programme était aussi conditionnel à des comportements de santé. Il y a aussi eu des améliorations de la santé. Donc le programme a été considéré comme un succès. Le PRI a perdu les élections, mais le programme n'a pas été abandonné. Tout ce qu'a fait le président suivant, c'est de lui donner un autre nom. Donc maintenant, si vous entendez parler du programme Progressa, il s'appelle Opportunités. Opportunité. Mais sinon, c'est le même. Ils l'ont même étendu aux régions rurales. Plus que ça, le programme, grâce à son évaluation, a eu un succès fou. Il a été adopté dans un grand nombre de pays. Il est maintenant adopté dans quasiment toute l'Amérique latine. Et puis plus récemment, en Turquie, au Maroc, à New York, etc., etc. Donc l'évaluation est en fait une évaluation qui a été voulue par le gouvernement, a permis une généralisation du programme bien au-delà de ce qui aurait été le cas autrement. Donc ça, c'est les coûts d'opportunité. Dernier programme qui lie un petit peu l'aspect direct, coût direct et l'aspect coût d'opportunité. Coût d'opportunité, c'est les bourses liées au mérite, les bourses au mérite. Les bourses au mérite dont nous sommes bien familiers dans notre société française, puisqu'elles ont été un petit peu la pierre de touche, une des pierres de touche de la politique éducative de la Troisième République. Donc les bourses au mérite ont l'avantage d'être à la fois une réduction des coûts directs et une incitation à mieux travailler, à aller à l'école régulièrement. Donc elles sont aussi populaires. Un exemple d'évaluation de ces bourses au mérite, à nouveau au Kenya, un travail de Edward Miguel, Michael Kramer et Rebecca Thornton. Les bourses fonctionnent de la manière suivante. Les enfants qui sont à peu près dans le premier tiers au résultat du district, tous les enfants chaque année au Kenya passent des grands examens que tous les enfants du district passent en même temps. Donc les bourses sont conditionnées à la performance à cet examen. Dans chaque district, le meilleur tiers des filles reçoit ces bourses qui sont relativement importantes. D'abord, elles payent l'uniforme, elles payent les frais scolaires et une petite bourse de vie supplémentaire pour l'enfant, donc c'est à peu près $20. Ces bourses scolaires ont eu un impact. Grâce à elles, leur présence au cours a augmenté et leurs résultats se sont améliorés. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien que ce soit des bourses pour les filles, ça a eu aussi des résultats positifs pour les garçons via une présence plus régulière des enseignants sur lesquels apparemment les parents faisaient pression pour qu'ils viennent plus régulièrement, pour que les filles puissent avoir les bourses. Reviendrons à cette question parce qu'elle est importante. Alors si on se pose la question de bourse au mérite, nécessairement la question est vaut-il mieux donner des incitations aux enfants ou aux parents ? Alors, dans les pays en développement, les incitations sont en général données aux parents sous la forme de transferts pour les parents, pour payer l'uniforme, pour payer une petite bourse de vie, etc. Dans les pays développés, pour des enfants de cet âge, donc on parle à nouveau de classe de 4e ou 3e, les programmes sont en général attribués directement aux enfants. Donc ça a été évalué dans le cadre d'expériences aux États-Unis, en Israël, au Canada. Donc pour savoir la réponse, une question intéressante, est-ce qu'il vaut mieux donner les bourses aux enfants ou donner les bourses aux parents ? Ça dépend un petit peu à la fois de la capacité des parents à motiver leurs enfants, si c'est à eux qu'on attribue la bourse. Ça dépend aussi de l'importance des parents, de l'effort des parents et des enfants dans la réussite des enfants. Et donc cela a été testé par Jim Berry, un étudiant du MIT, qui a mis en place un programme de bourse qu'il a donné à tout le monde dans une école, mais il l'a soit donné directement aux enfants sous la forme d'un jouet s'ils arrivaient à un petit objectif. C'était sur 6 semaines, donc c'était pas trop. Donc la technique du bon point, si vous voulez. Soit un transfert de la même taille, mais aux parents. Et ce qu'il a montré, c'est que la réponse n'est pas univoque. La réponse dépend en fait de la capacité des parents à aider l'enfant. C'est-à-dire dans les familles où les parents sont eux-mêmes éduqués, dans les familles où les parents ne travaillent pas et donc ont du temps, il vaut mieux donner les bourses aux parents.
parce que leur effort dans l'éducation de l'enfant est important. Dans les familles où les parents sont incapables d'aider l'enfant, il vaut mieux donner la bourse sous la forme de bons points à l'enfant. Alors, tout ça nous montre un petit peu les succès de l'approche classique. Oui, c'est vrai, réduire les coûts d'opportunité, donner des incitations aux parents, sont autant de choses qu'on peut faire avec un certain succès. Néanmoins, cette approche classique a des limites. D'abord, elle néglige le fait que si beaucoup d'enfants sont inscrits à l'école, et de plus en plus d'enfants à l'inscrit, ils sont malheureusement très souvent absents. Je vous montre des taux d'absence dans des enfants. Vous voyez dans plusieurs pays, donc au Kenya, en Inde, à Madagascar, les taux d'absence à différents niveaux, soit du CP jusqu'à la 4e, et vous voyez des taux d'absence qui sont entre 14% et 50%. Donc les enfants sont absents très souvent. Ils sont inscrits, mais ils ne sont pas là très souvent. Donc c'est un problème. Deuxième, donc il faut se concentrer non seulement sur l'inscription, mais s'assurer que les enfants viennent de fait au cours. Deuxième question, on s'est complètement concentré sur la question des coûts, donc la question des frais d'inscription, les coûts d'opportunité, sans prendre en compte d'autres obstacles importants à la présence scolaire, ou d'autres leviers sur lesquels on pourrait agir pour améliorer la présence scolaire. Le premier, c'est la motivation réelle des parents et des enfants pour l'instruction qui doit bien être et les bénéfices qu'ils pensent en tirer. Donc on peut donner comme ça aux parents une petite carotte pour qu'ils envoient leurs enfants tout de suite, mais est-ce qu'ils ne voudraient pas non plus mieux se concentrer sur leur faire comprendre et leur faire partager les vrais bénéfices de l'éducation qui consistent en une vie meilleure pour l'enfant dans le futur? Deuxième levier qui a été négligé et qui pourtant aurait dû nous attirer notre attention, ce sur quoi le tableau que je viens de montrer aurait dû attirer notre attention, c'est l'état de santé des enfants. Une des raisons pour lesquelles les enfants sont souvent absents de l'école, c'est qu'ils sont souvent malades. Et donc se concentrer sur l'état de santé des enfants peut être un moyen, non seulement une politique de santé, mais aussi une politique éducative. Troisième point qui a été malheureusement oublié, j'en parlais un petit peu en introduction, c'est la question des connaissances. C'est-à-dire, s'ils sont à l'école, est-ce que les enfants apprennent quelque chose? Est-ce qu'ils s'instruisent effectivement? Et là, malheureusement, les résultats sont moins brillants qu'ils ne sont pour l'instruction. Il semble que beaucoup d'enfants soient à l'école mais n'apprennent pas grand-chose. Par exemple, en Inde, il y a une ONG qui s'appelle Pratham, dont on va reparler parce que c'est une ONG qui fait beaucoup pour l'éducation. Et une des choses qu'ils font, c'est qu'ils envoient des équipes locales dans les familles, dans toute l'Inde, tous les districts de l'Inde, pour faire lire aux enfants des textes simples. 51% des enfants qui sont inscrits à l'école, en classe à partir du CE1 jusqu'au CM2, sont incapables de lire un paragraphe très court qu'ils devraient savoir lire à la fin du CP. Donc les enfants sont à l'école, mais ce n'est pas clair qu'ils apprennent grand-chose. Donc je vais revenir sur ces 3 points. On a déjà parlé de ça. Alors pourquoi les enfants vont-ils à l'école? Aller à l'école, pour partie au moins, est un investissement. Ça peut aussi être une consommation, on peut aimer l'école, mais pour beaucoup d'enfants, c'est clair, c'est plutôt un investissement. Les parents pensent qu'un enfant plus instruit pourra mieux gagner sa vie ou pourra avoir une vie plus accomplie. Donc améliorer les bénéfices réels ou perçus de l'instruction en termes de vie future est aussi un moyen d'augmenter les taux de scolarisation des enfants. C'est-à-dire on peut réduire les coûts, mais au lieu de réduire les coûts, on peut aussi, ou en plus de réduire les coûts, on peut réfléchir à augmenter les bénéfices. Alors, ces bénéfices réels ou perçus, quand on parle de bénéfices perçus, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a les bénéfices réels, c'est-à-dire quel est l'avantage pour un enfant d'être éduqué. Et là, on peut penser à des politiques de marché du travail comme à des politiques d'éducation. C'est-à-dire, si dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays en développement, il n'est pas si facile pour quelqu'un qui a terminé l'école secondaire de trouver un bon travail. Et donc, on peut penser à une politique de marché du travail qui s'assure qu'il y ait des opportunités pour les diplômés à une politique d'éducation. Ça, c'est difficile de faire dans le court terme, mais on peut garder ça comme horizon. Deuxième chose, dans les bénéfices perçus,
il y a les bénéfices réels et la manière dont les gens pensent à ces bénéfices réels. C'est-à-dire, sont-ils vraiment au courant, à la fois les parents et les enfants, de ces bénéfices réels? Donc ici, on parle de rendement, quand on parle de rendement de l'éducation, on veut dire l'augmentation des revenus qui est liée à chaque année d'éducation. Donc est-ce que les parents et les enfants sont vraiment au courant de ces bénéfices? Ou est-ce qu'on peut les mettre au courant? Et le troisième élément dans les bénéfices de l'éducation, c'est évidemment la qualité de l'éducation. C'est-à-dire les rendements de l'éducation seront plus importants si on y apprend quelque chose. Donc on revient à la question des connaissances. C'est-à-dire la politique, une politique destinée à améliorer la qualité de l'éducation est elle-même une politique qui devrait faire venir les gens davantage à l'école puisqu'elle en augmente les bénéfices. Alors pour savoir si par exemple, une politique de marché du travail ou une politique pour améliorer la qualité de l'éducation ferait vraiment venir les gens à l'école, bien on peut essayer le deuxième levier. C'est-à-dire si on montre aux gens quels sont les revenus de l'éducation, c'est-à-dire si on bouge les bénéfices perçus de cette manière-là, est-ce que cela conduira plus d'enfants à venir à l'école? Alors, informer sur les rendements de l'éducation, il y a deux expériences. Une pour les enfants de lycée en République dominicaine, l'autre pour les enfants d'école primaire à Madagascar, donc des contextes complètement différents, qui étudient cette question. En République dominicaine, les enfants finissent l'école primaire, s'inscrivent souvent au lycée, mais les taux d'abandon sont élevés. 45 des enfants en moyenne, d'une année à l'autre, ne reviennent pas après la fin d'une année scolaire, pour les 3 derniers lycées. Donc il y a très peu d'enfants, il y a beaucoup d'enfants qui s'inscrivent et très peu d'enfants qui terminent. Donc ce chercheur, Rob Jensen, est allé dans les écoles, ou a envoyé des équipes dans les écoles, en demandant d'abord aux enfants ce qu'ils pensaient des revenus, des rendements de l'éducation. C'est-à-dire, quel job ils pensaient qu'ils pourraient avoir après avoir terminé l'école, combien d'argent ils pensaient pouvoir gagner s'ils arrêtaient l'école en cours ou s'ils finissaient, etc. Et il s'est rendu compte que les enfants sous-estimaient largement les rendements de l'éducation. Les enfants pensaient que finir l'école, finalement, ça ne leur apporterait pas plus grand-chose que de s'arrêter aujourd'hui. Donc, il y a potentiellement un levier ici, on pourrait simplement leur dire. Donc, il a fait une intervention toute simple, qui est de dire aux enfants ce que sont réellement les revenus de l'éducation. Et ce qu'il montre, c'est que de fait, juste cette intervention, c'est-à-dire juste leur dire « Ah, vous pensez que si vous restez un an de plus à l'école, vos revenus seront de 2% plus élevés, mais en fait, les données montrent qu'ils seront plutôt de 8% plus élevés toute votre vie. » Donc donner cette information aux enfants les rend plus susceptibles de revenir, en particulier dans les familles les moins pauvres. Donc ça signifie que peut-être la barrière de coût reste importante pour les enfants les plus pauvres, mais que pour les enfants les moins pauvres qui peuvent potentiellement se payer l'éducation, continuer à aller à l'école, la raison pour laquelle ils n'y vont pas, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc ça c'est un contexte. L'autre contexte dans lequel cela a été fait, Madagascar, donc un projet de Trang Nguyen, qui travaille directement avec le ministère de l'Éducation. Elle a posé la même question à la fois aux parents, cette fois aux parents, parce que c'était des classes de CM1, en demandant aux parents qu'est-ce que vous pensez, si votre enfant termine l'école primaire, qu'est-ce que vous pensez de son salaire, quel sera son salaire en moyenne, si votre enfant termine l'école secondaire, quel sera son salaire, si votre enfant va plus loin, quel sera son salaire. Alors ce qu'elle montre dans ce cas, c'est qu'en moyenne, les parents ne sous-estiment ou ne surestiment pas les rendements de l'éducation, mais par contre, la distribution est très très large, c'est-à-dire certains parents surestiment largement, pensent que les rendements de l'éducation sont 10 fois supérieurs à ceux qui sont en réalité, et certains parents sous-estiment largement, il y en a même qui pensent que l'éducation réduit les revenus. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé avec les enseignants donc ils ont fait venir les parents à l'école pour des réunions et leur ont montré un graphique comme ça, qui montre, donc ça part qu'il était en français, qui montre le revenu qu'un enfant pourra obtenir s'il ne termine pas l'éducation primaire, c'est la première colonne, without any degree, termine pas l'école primaire, s'il termine l'école primaire, s'il va au collège, s'il finit le collège,
et si ils passent le bac. Alors, donc il y a les vrais nombres, et puis il y a des petits sacs de riz pour illustrer les nombres. Et donc ça a été montré aux parents. Alors dans certaines écoles, toutes les écoles ont eu des réunions, mais dans certaines écoles, ils se sont contentés, comme ils le font d'habitude, de discuter généralement des problèmes de l'école, etc. Dans d'autres écoles, ils ont en plus montré ce graphique. Alors, quelques mois plus tard, elle est revenue et elle redemande aux parents ce qu'ils pensent des revenus d'éducation. Alors, ce qui montre que l'intervention a eu un effet, qu'elle a vraiment eu lieu et qu'elle a eu un effet, c'est que la distribution des rendements perçus de l'éducation se rétrécit vers la moyenne, c'est-à-dire il n'y a plus ces extrêmes qu'on avait avant. Donc, l'écart entre les revenus perçus et les revenus réels se comble. Et en moyenne, alors ce qu'on voit, je vous le remontrerai plus tard, c'est que les enfants qui allaient plus à l'école, les enfants dont les parents surestimaient les revenus de l'éducation, ont tendance à venir un peu moins. Les enfants dont les parents sous-estimaient les revenus de l'éducation viennent nettement plus. Et donc, au total, il y a une augmentation de la participation scolaire. Donc voilà, donc ça c'est des interventions toutes simples qui consistent à donner aux gens une information qu'ils n'ont pas forcément sur les bénéfices de l'éducation. On pourrait imaginer, ça n'a pas été fait, mais on pourrait imaginer une expérience où on dit aux gens, on montre aux gens d'autres bénéfices de l'éducation. Par exemple, les bénéfices qu'on a pu estimer sur la santé des enfants, etc. Mais là, c'est juste avec les revenus. Déjà, ça change la perception. Deuxième limite à laquelle j'avais fait allusion et sur laquelle je voudrais revenir maintenant, est le problème de la santé. Donc les enfants sont souvent absents, en partie parce qu'ils sont souvent malades. En particulier, une chose qui les rend malades dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, c'est tout simplement les vers intestinaux. Donc vous pouvez penser à la bilharziose ou à d'autres formes de vers intestinaux. Un quart des enfants du monde sont infectés par les parasites intestinaux, c'est donc un problème réel. Mais les parasites, pour leur malheur, ne tuent personne, ou très peu de gens. Donc ce ne sont pas vraiment un enjeu de politique économique qui fait bouger les foules. Mais bien qu'ils ne tuent personne, ils sont de fait dommageables, en particulier les enfants qui en sont affectés sont anémiés et fatigués. Parfois aussi leur vers se secoue un petit peu, donc ils ont mal au ventre, etc. Ils ne viennent pas à l'école. Alors ça fait longtemps qu'on sait ça, donc il y avait, et en particulier l'OMS recommande le déparasitage présomptif dans toutes les zones où les vers sont connus pour être un problème. Par exemple, près des lacs, où il y a beaucoup de bilharziose. Alors il y avait eu des évaluations antérieures, randomisées, faites en particulier par des médecins ou en santé publique, mais qui opérait de la manière suivante. Elle prenait une école et elle choisissait au hasard certains enfants pour les déparasiter et les comparait avec les autres enfants de la même école. Et les résultats de ces expériences n'ont pas été très concluants. En particulier, on ne voyait pas vraiment d'amélioration de la santé des enfants et certainement pas de l'éducation. Mais c'est ignorer un problème, c'est que les vers sont très contagieux. Et ce qui arrivait, c'est que le groupe test qui recevait le déparasitage était immédiatement recontaminé par les petits camarades. Et d'un point de vue plus positif, les petits camarades étaient moins malades parce que les enfants du groupe test étaient eux-mêmes moins malades. Donc là, c'est un exemple intéressant. Il faut faire attention, la randomisation n'est pas une formule miracle. Le test n'était pas concluant parce qu'il n'avait pas été bien fait. Bon, il aurait pu être pas concluant, mais en l'occurrence, il ne l'était pas parce qu'il n'avait pas été bien fait. Pour tester l'impact d'une maladie contagieuse comme les vers intestinaux, il faut traiter tout le groupe qui a la capacité de se réinfecter mutuellement. Donc ça a été fait par Édouard Miguel à nouveau et Michael Kremer, on a déjà parlé d'eux, qui ont fait donc la randomisation au niveau des écoles. C'est-à-dire ils ont travaillé avec une ONG qui pensait introduire des traitements de déparasitage dans 75 écoles sur les 3 prochaines années. Et donc on choisit au hasard l'ordre dans lequel ces écoles étaient mises dans le programme. Il était de toute façon question de faire 25 écoles la première année, puis 50 la deuxième, puis 75 la troisième.
Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est de choisir au hasard dans quel ordre on faisait quel groupe d'école. Et ensuite, ils comparent. Donc le programme a été fait de manière à ce que tous les enfants présents le jour du déparasitage, qui est fait 2 fois par an, il faut que les enfants soient déparasités 2 fois par an. Donc 2 fois par an, une équipe arrive dans l'école, tous les enfants présents ce jour-là, sauf les grandes filles, parce que l'OMS recommande de ne pas donner de traitement de vers intestinaux s'il y a un risque que l'enfant soit enceinte, que la personne soit enceinte. Donc tous les enfants présents ce jour-là, sauf les grandes filles, ont bénéficié du traitement si l'école était dans le groupe test. Et ensuite, on compare, donc, par exemple, la première année, on compare les écoles du groupe 1 avec les écoles du groupe 2 et 3. La deuxième année, on compare les écoles du groupe 1 et 2 avec les écoles du groupe 3. D'accord ? Donc, quand on fait ça, on peut voir que les enfants des groupes traités sont présents en moyenne un sixième d'année de plus, 0,14 années de plus. C'est une réduction de l'absentéisme d'un quart. Le taux d'hémoglobine et le poids des enfants se sont aussi améliorés. C'est quand même l'effet direct sur la santé. Et ce qui est intéressant, c'est que les effets sur les enfants qui n'étaient pas là ce jour-là, par exemple parce qu'ils étaient malades, ou les effets sur les grandes filles qui n'ont pas bénéficié du traitement parce que ce n'était pas bon pour elles, sont aussi grands que les effets directs sur les enfants traités, ce qui montre l'importance de la contagion. On y reviendra parce que c'est un argument très fort pour subventionner le déparasitage, ou même c'est-à-dire le rendre complètement gratuit, ou même potentiellement payer les gens pour qu'ils le fassent, puisque si je me déparasite moi-même, je m'aide moi-même, mais j'aide aussi les autres autant. Alors nous venons de voir, arrêtons-nous un petit peu sur tous ces résultats que je vous ai montrés rapidement, et essayons de les mettre ensemble. Nous venons de voir des évaluations d'intervention qui toutes ont le même objectif. C'est-à-dire elles veulent toutes augmenter la participation scolaire, le temps que les enfants passent effectivement à l'école. Donc nous avons vu que nous pouvons faire ça en réduisant les coûts, soit les coûts directs, soit les coûts d'opportunité, en augmentant les incitations, en augmentant les avantages perçus, en disant aux gens les rapports, le rendement de l'éducation, ou en améliorant la santé. Alors je vous ai montré des expériences dans ces 4 catégories. Elles montraient toutes que voilà, tout ça marche. Ce sont toutes potentiellement des politiques efficaces. Mais évidemment, maintenant, on voudrait pouvoir un petit peu choisir entre ces différentes politiques. On peut toutes les mener de front, mais si on a un budget limité, ce qui est souvent évidemment le cas dans les pays pauvres, on voudrait savoir pas seulement si ça marche, mais combien ça coûte par rapport à l'efficacité qu'on en retire. Or, puisque nous disposons d'évaluations rigoureuses pour chacune de ces interventions, nous pouvons comparer leur efficacité en termes de coûts. Quels sont les effets en termes de présence d'enfants à l'école d'$1 supplémentaire dépensé dans chaque programme? Donc la manière dont on fait ça, donc il faut faire attention quand on fait cet exercice à ne pas le confondre avec le coût du programme. Parce qu'il s'agit du coût du programme rapporté aux bénéfices qu'on en tire. Donc la manière dont on fait ça, c'est de diviser le coût du programme pour un nombre d'enfants donné. Par exemple, combien ça me coûterait de faire de déparasiter 10 000 enfants, avec le nombre d'années supplémentaires induites pour ces 10 000 enfants, qu'on calcule à partir des résultats de l'évaluation. Et donc, on va pouvoir comparer les différents programmes en termes de coûts par année supplémentaire. Et on obtient des résultats surprenants, qu'on voit ici. Voici le coût d'une année supplémentaire d'éducation pour les différents programmes. Ça, c'est le programme Progressa, le programme d'éducation le plus populaire aujourd'hui dans le monde. $1 000 par année supplémentaire d'éducation. Pourquoi ? Parce que les bourses sont assez importantes et finalement l'éducation, il y a déjà beaucoup d'éducation même secondaire, donc on avait pour des bourses très importantes une augmentation que de 7% pour les filles, 6% pour les garçons. Les uniformes, déjà moins chers, $61 par année supplémentaire d'éducation, 121 pour les garçons. 61 pour les filles, 121 pour les garçons. Les bourses au mérite, $210 par année supplémentaire d'éducation. Et tout ça, ce sont les programmes qui sont les plus populaires aujourd'hui. C'est ce que j'ai mis sous approche classique.
Et les petits nouveaux programmes sont tellement petits, les coûts, qu'on n'arrive pas à les voir. 3,50 $ par année supplémentaire d'éducation pour le déparasitage, 2,50 $ pour l'information. Donc on voit qu'il est important d'évaluer, pas seulement pour avoir des résultats intuitifs sur ce qu'il faut faire. Finalement, ici, les intuitions sont à peu près toutes valables. On peut réduire les coûts, on peut donner on peut donner des bourses au mérite, on peut donner des uniformes. Mais les intuitions ne sont pas suffisantes parce qu'elles nous donnent des ordres de grandeur qui sont complètement fous. Donc c'est pour dire l'importance de ce genre d'approche. Donc nous avons vu un certain nombre de moyens de faire venir les enfants à l'école. Je vais dire une chose de plus. C'est un dessin que j'ai montré, cette figure, je l'ai montré dans un certain nombre de forums pour justement essayer de persuader, en particulier les décideurs politiques, de se concentrer sur cette question, déparasitage. Le déparasitage, non seulement ce n'est pas cher par année d'éducation, mais ce n'est pas cher du tout, période. Ça ne coûte que 50 centimes d'euros par enfant et par an. Donc ce n'est pas très difficile à faire. Le problème, c'est que ça demande une coordination entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, parce que c'est un programme de santé dans des écoles. Et ça rend les choses compliquées. Et donc il faut réussir à mettre autour d'une table les ministres de la Santé et de l'Éducation, et en général, il n'y a que les ministres des Finances qui sont capables de faire ça. Sur la base de ce dessin, nous avons essayé de le faire avec un certain succès. Donc, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Déparasite la planète. L'objectif, c'est de déparasiter tout le monde. Nous n'en sommes pas là, mais le Kenya a maintenant un programme de déparasitage universel. Le Yémen est en train d'y travailler, l'Éthiopie est en train de travailler. Donc, on parle quand même de plusieurs dizaines de millions d'enfants déparasités sur la base d'un dessin comme celui-là, qui montre aussi que ce n'est pas seulement une curiosité académique de se poser ce genre de questions, c'est très parlant en point de vue de politique économique. Ça n'empêche pas évidemment de payer pour les uniformes, de se poser ce genre de questions, mais on peut au moins faire ça. Ça ne coûte pas très cher et c'est faisable. Il suffit de mettre son attention là-dessus et d'avoir un dessin comme ça. Ça permet de concentrer l'attention des décideurs politiques suffisamment longtemps pour qu'ils signent la loi. Donc nous avons maintenant nos enfants à l'école, en bonne santé, déparasités, conscients de l'importance d'aller à l'école, sans payer de frais d'inscription, etc. Mais malheureusement, aller à l'école ne suffit pas pour être inscrit. Donc, on a parlé des résultats de Acer en Inde, avec plus de 50% des enfants qui ne savent pas lire, bien qu'ils soient à l'école régulièrement. Il y a d'autres résultats du même type. J'aurais pu montrer un dessin, j'aurais pu montrer un graphe, une table un petit peu comme celle de l'absence, montrant des niveaux de connaissance d'enfants scolarisés extrêmement préoccupants. Autre chose préoccupante, c'est que les interventions dont j'ai parlé avant, comme par exemple de financer les uniformes ou donner aux gens traiter les gens pour leurs vers intestinaux ou les faire venir à l'école grâce à un repas scolaire, ça fait venir à l'école, les enfants plus à l'école, mais quand on les teste, quand on leur donne un test de connaissances à la fin de l'année, ils sont venus plus de jours, mais ils n'ont pas appris plus de choses. Donc il n'est pas clair qu'on leur fasse vraiment une faveur en les faisant venir à l'école dans ces conditions. On leur fait une faveur en les déparasitant parce qu'ils sont quand même en bonne santé, ce qui est bien pour eux, mais le fait même de venir à l'école, dans quelle mesure est-ce important ? Il est aussi intéressant de constater que les parents ne se rendent pas compte de cette situation. Les parents surestiment ce que les enfants apprennent à l'école. Je vous montre un dessin qui l'illustre bien. Donc, sur l'axe des abscisses, vous avez le niveau, ce que l'enfant sait lire. 0, rien du tout, même pas une lettre. 1, ils savent reconnaître les lettres. 2, ils savent lire des mots. 3, ils savent lire des paragraphes. Et 4, ils savent lire et comprendre un texte simple. Sur l'axe des ordonnées, vous avez ce que les parents pensent que les enfants sachent faire. Donc le bleu, c'est ils savent rien faire.
Ils savent lire les lettres, ils savent lire les mots, ils savent lire ils savent lire un petit paragraphe, ils savent lire et comprendre une histoire. Et vous voyez qu'il n'y a que 34% des parents dont les enfants ne savent rien lire qui savent que leurs enfants ne savent rien lire. Et il y a 45% des enfants dont les parents, 35% des enfants qui ne savent rien lire, leurs parents pensent qu'ils savent au moins lire des mots. Et ça continue comme ça. C'est-à-dire les parents surestiment les connaissances. Même chose pour les mathématiques, mais encore pire. 0, c'est qu'ils ne savent même pas reconnaître les lettres. Il n'y a que 27% des gens les chiffres, il n'y a que 27% des gens qui savent reconnaître les livres, pour les enfants qui ne savent pas reconnaître les chiffres, 27% des parents pensent de fait que c'est le cas. 20% des parents dont les enfants ne savent pas reconnaître les chiffres pensent qu'ils savent faire des divisions. Donc il y a une très forte... Les parents surestiment très fortement ce que les enfants savent. Ce qui m'inquiète très fortement dans cet état de choses, c'est que c'est relativement récent pour ces parents que les enfants soient à l'école. Donc pour l'instant, ils font confiance. On leur dit d'envoyer leurs enfants à l'école, ils envoient leurs enfants à l'école. Mais il n'est pas clair que ça dure. Et il serait cynique et dangereux de se reposer sur la méconnaissance des parents de ce qui se passe vraiment à l'école, ou plus exactement de ce qui ne se passe pas en l'occurrence, comme politique scolaire. Je pense que tous les efforts pour faire venir les enfants à l'école, en réduisant les frais, en payant les uniformes, etc., leurs effets seront d'autant plus faibles que dès que les parents se rendront compte que l'école ne tient pas les promesses qu'on leur fait. Donc, améliorer la qualité de l'école est essentiel, d'une part, parce que sinon, ça ne sert pas vraiment d'avoir les enfants à l'école, d'autre part, parce que si on n'améliore pas la qualité de l'école, les enfants n'y viendront plus. On l'a vu quand on a parlé de Madagascar, pour les parents qui surestimaient les revenus de l'éducation, quand on leur dit ce que sont vraiment les revenus de l'éducation, eh bien, ils y viennent moins. Les parents sont raisonnables, ils comprennent les choses. On leur a dit que l'école était utile, donc ils le croient. Mais quand ils se rendront compte que ce n'est pas le cas, et ils se rendront compte, je pense, relativement rapidement que leurs enfants ne savent pas lire en CM2, on aura un grave problème de politique et un grave problème de perte de confiance qu'il sera vraiment très difficile de remonter cette pente. Donc il est essentiel d'améliorer la qualité de l'école. C'est vraiment la prochaine frontière. Il faut améliorer la qualité de l'école. Alors comment améliorer la qualité de l'école ? Donc il y a une première réponse intuitive, puisque les écoles ont très peu de ressources. Par exemple, au Kenya, en classe de CP, il y a 80 enfants par classe. Quand on voit dans les écoles en Inde, en général, il y a au moins 3 ou 4 classes qui sont sous les arbres et pas dans des locaux. Il n'y a presque aucun matériel pédagogique disponible dans les écoles, pas de livres, pas d'ardoises, pas de tableaux, pas de posters pédagogiques, etc. Donc, première réponse intuitive, eh bien, mettons plus de choses dans ces écoles. Deuxième réponse, peut-être que la réponse est différente, peut-être qu'il ne faut pas faire plus de la même chose, mais peut-être qu'il faut changer le système éducatif pour l'adapter à ce nouveau public qu'on a fait venir à l'école comme ça massivement dans les dernières décennies, et aussi pour le rendre un petit peu plus sensible non seulement aux besoins des professeurs, mais aussi aux besoins des enfants, c'est-à-dire améliorer la motivation des enseignants. Alors je vais commencer par parler de la réponse intuitive, et ensuite des autres méthodes.